Bonjour, un nouveau parti, à gauche, un parti qui s'inspire, excusez du peu, de Roosevelt et de Stéphane Hessel, un nouveau parti que les médias aiment visiblement bien et qui aime bien les médias. Et aussitôt, en même temps que l'intérêt s'éveille pour un nouveau discours, s'éveille aussi la méfiance. Et si ce n'était qu'une machine à affaiblir le PS? Et si ce n'était qu'une machine à piquer des voix au Front de gauche et à Mélenchon? Nous allons donc tenter d'y voir plus clair dans les intentions de Nouvelle Donne, ce nouveau parti. Et nous allons le faire d'abord avec deux de ses cofondateurs. Pierre Laroutourou, vous êtes économiste, et après avoir tenté en vain de faire bouger de l'intérieur le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, vous êtes donc un des cofondateurs de Nouvelle Donne. À vos côtés, Bruno Gassio, parolier mythique des Guignols de l'info au siècle dernier, depuis lors écrivain et scénariste. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien Schneiderman. Je me disais, est-ce que je suis au bon endroit? C'est bien Schneiderman, il n'y a pas de souci. Le petit truc qui va bien et tout, parfait. Et j'espère que aussi vous allez montrer que vous êtes aussi au bon endroit dans Nouvelle Donne. Alors avec vous, Juliette Méadel, alors vous n'êtes pas dans Nouvelle Donne, vous êtes secrétaire nationale du Parti socialiste à l'industrie et récemment spectaculairement éjecté de la direction du think tank Terra Nova pour cause de critiques trop virulentes à l'égard de la réforme bancaire de Pierre Moscovici. On en avait parlé dans l'émission il y a quelques semaines. Enfin avec nous, Éric Coquerel, secrétaire national du Parti de gauche et conseiller spécial de Jean-Luc Mélenchon. Le débat va donc être riche et pluraliste. Alors, je disais tout à l'heure que le Nouvelle Donne était plutôt apprécié des médias. Un petit échantillon, Anne-Sophie. Oui, on vous a vu partout. On vous a entendu sur France Inter. Mercredi Libération vous a consacré une page entière. On vous a vu sur France 5, dans C'est à vous, c'est à dire. On vous a vu sur France 24, Direct 8, LCI, Paris Première, dans l'émission de Zemmour et Nolo, sur Canal+, à plusieurs reprises, dont encore hier à l'occasion du Grand Journal. Bref, vous êtes partout. Commentez-moi le petit montage qu'on vous a préparé. Le mouvement de gauche Nouvelle Donne sera donc le nouveau venu des prochaines élections européennes. Ses buts affirmés, provoquer un sursaut et devancer le Parti socialiste. Nous accueillons deux de ces têtes pensantes et nous l'espérons parlantes, Isabelle Morer et Pierre Laroutourou. Deux des figures de Nouvelle Donne, le parti politique lancé aujourd'hui même autour de l'économiste Pierre Laroutourou, Isabelle Morer et Bruno Gassio. Deux nouveaux partis politiques qui débattent ce matin, qui confrontent leurs solutions. Nouvelle Donne, Pierre Laroutourou. Bruno Gassio, producteur de télévision, scénariste, humoriste, auteur du petit manuel de survie à l'intention d'un socialiste dans un dîner avec des gens de gauche. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent et membre du nouveau parti, la Nouvelle Donne. Alors évidemment, on a envie de connaître un peu les coulisses de la création de ce parti, comment se sont rassemblées des personnalités a priori si dissemblables. Ça s'est passé comment ? Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. On avait créé avec Stéphane Hessel, chez Stéphane Hessel, Bruno était là dès le début, un collectif, parce qu'on voulait que la gauche gagne, mais on pensait que le PS allait être dominant et que le programme du PS n'était pas du tout à la hauteur. En gros, le programme du PS, comme celui de l'UMP, il y a des différences, mais il disait la croissance va revenir et la croissance va régler le problème du chômage et de la précarité. Et donc, on avait créé un collectif. Au début, on n'était que 8 ou 9, et maintenant, on est 110 000 en France, et puis il y a des bons groupes en Belgique qui ont signé pour les 15 propositions. Donc, on s'est mis... Pas 110 000 adhérents, j'ai eu pardon. Ils n'ont pas encore leur cotisation. Non, c'est juste pour dire que ça vous paraît un rassemblement le mouvement politique n'a que 2 semaines, mais on a pris l'habitude depuis 2 ans de travailler avec Olivier Berruyer, avec Suzanne Georges, avec des gens très différents. Et ça fait 2 ans qu'on travaille, qu'on fait le tour de France pour dire qu'il y a des solutions, qu'il n'y a aucune fatalité. Et c'était une association qui faisait 15 propositions. En disant quand Roosevelt est arrivé au pouvoir en 1933, le pays était sinistré, les gens pensaient qu'il n'y avait pas de solution. Et Roosevelt fait passer 15 réformes en 3 mois. Les banquiers sont furieux, les actionnaires gueulent, mais il fait passer. Et au moment où l'Europe va tomber dans la barbarie, Roosevelt sauve la démocratie et la cohésion sociale. Et alors, vous êtes un vrai parti. Et maintenant, depuis 1 an et demi, avec des statuts. Ah oui, donc depuis 1 an et demi, on a tout fait pour faire bouger les choses. On est au PS, à Europe Écologie, au Front de gauche. La même semaine, on était aux journées d'été d'Europe Écologie, du Front de gauche, du Modem, de tous les partis, attaque. Et puis on se rend compte qu'on bute sur un mur, que ça ne bouge pas. Et donc soit on renonce et on accepte l'effondrement, et on a l'impression que la gauche actuellement se contente de gérer l'effondrement, ou bien on dit c'est aux citoyens de choisir. D'accord. Et si vous avez des statuts ? Ah oui, on a des statuts, bien sûr. Vous avez un financement ? C'est les adhérents.
C'est-à-dire, combien d'adhérents? On vient de passer les 3000. Hier soir, on a passé les 3000 adhérents et chacun donne, il y en a qui donnent que 10 euros. L'autre jour, il y avait un paysan qui disait, je veux être le premier paysan à adhérer, il avait mis 10 euros. Et puis, il y a des gens qui en donnent 100. Chacun donne ce qu'il veut. Vous avez des locaux? On a des locaux près de la Bastille. On a 2 permanents, bientôt 3. Mais on n'a pas la CIA. Si la question est de savoir est-ce que la CIA nous finance, en fait, non, ce sont des adhérents et des adhérentes. On a demandé à Mme Bettencourt. Pour être très franc, je suis allé, voilà. On a eu un refus de Mme Bettencourt et de la CIA. Donc on lâche un peu d'oseille, vas-y. Mais effectivement, quand vous avez 3000 adhérents en 2 semaines, c'est plutôt un bon début. On a un gros boulot pour s'organiser dans toutes les régions. Vous avez comme les autres, vous avez des dirigeants, des instances dirigeantes, un bureau national, je ne sais quoi. Il y a toute la raison. Mais il a raison. Oui, on a un conseil national mardi prochain. Vous n'avez pas en penser, c'est ça? Mais si, bien sûr qu'on l'a. Mais moi, c'est assez étonnant quand on est un citoyen comme moi qui a plutôt travaillé dans l'ironie toute sa vie et qui se dit à un âge avancé de sa vie, tiens, et si je participais à quelque chose? Et Pierre, quand il parle de la création, je l'ai un peu poussé, je vais tirer un peu la couverture. C'est qu'à un moment, je lui dis, ça fait 20 ans que tu portes des idées et que tu vas les porter au Parti Socialiste. C'est très gentil, mais il ne t'écoute pas. Alors, tu as 2 solutions. Soit ce que tu proposes ne tient pas la route une seconde, et c'est normal qu'ils ne le fassent pas, ils vont pas foutre le pays par terre, soit ce que tu proposes tient la route. Et c'est étayé par quand même quelques prix Nobel, quelques économistes, quelques gens qui travaillent avec nous, notamment même des instances du Parti Socialiste, dont je lui ai dit à un moment, arrête d'aller voir ces gens qui ne t'écouteront jamais et fais ton truc. Mais vas-y toi, mouille-toi, il faut qu'à un moment tu mettes ta tête et ton nom, la Routourou, les gens vont dire la Routourou, ouais, mets ton nom devant. C'est un des problèmes. C'est un des problèmes. Je dis, tu mets ton nom devant, à force de le voir, ils s'habitueront, ne t'inquiète pas. Ce que tu dis est juste et intelligent, porte tes idées devant les gens. Et il m'a dit, ouais, mais il faut que tu viennes. Ah bon, d'accord, ouais, mais, non, mais c'est pas la Routourou, mais par contre, vous voyez, mardi prochain, c'est pas que la Routourou. On était 14 l'autre jour pour lancer, on était 14, la femme de Stéphane Hessel, Patrick Pelou, Cynthia Fleury, des gens, Olivier Berruyer, des gens qui viennent du Modem, Dominique Méda, Jean Gadret, voilà, c'est un vrai collectif. Si je peux me permettre une toute petite remarque, là sur la photo, hein, oui. La parité c'est pour les autres. Non, mais il y a des Marie-Monique Robin, ça veut dire que le photographe n'a pas fait son boulot. Voilà, il a raison, ne nie pas, on a du mal avec la parité. Vous avez du mal avec la parité. On cherche des gens, on n'a pas du mal avec la parité comme on veut la parité, mais c'est difficile quand on part et qu'on est entre mecs de se dire on fait des trucs et il y a des mecs qui arrivent et puis on se dit mais ça manque considérablement de femmes. Mais oui, voilà, c'est juste, on est au départ de quelque chose, il faut qu'on le fasse, c'est tout, on est sur la route. Vous avez présenté des listes européennes? Oui, c'est le but. Dans toutes les régions? Le but est de permettre aux citoyens dans toutes les régions de voter pour une autre façon de faire, d'autres pratiques démocratiques et une autre façon de sortir de la crise. On ne peut pas accepter, depuis un an, il y a eu 400 000 chômeurs de plus et 500 000 personnes qui sont plus comptées comme chômeurs parce qu'elles sont tombées dans la pauvreté. Donc en un an, c'est 900 000 personnes, 900 000 familles qui ont morflé. On ne peut pas se résigner à ça. Et le discours, quand Pierre Moscovici vous dit que tout va bien, la croissance revient, on n'y croit plus du tout. Voilà. Et ça n'est plus drôle, le pays peut s'effondrer. Tout le monde se résigne au fait que le Front National va être la première force politique. Nous, on ne s'y résigne pas. On va aller dans les quartiers où plus personne ne vote et on va montrer aux gens qu'il y a des solutions et qu'ils peuvent être acteurs de ce changement. Alors, on va engager le débat sur le fond. On va essayer de voir si les propositions que vous formulez sont de nature à foutre la France par terre tout de suite ou un peu plus tard ou pas du tout. À sortir. Non, je plaisante et je reprenais vos termes. je reprenais vos termes. Avant, donc vous êtes apparu dans plusieurs émissions, à plusieurs têtes. C'est ce qui est pratique quand effectivement, il y a beaucoup de fondateurs. Ça permet de couvrir un large champ ça ne m'a pas échappé, d'expression et d'émission. Alors, notamment, on a vu Bruno Gassio, Anne-Sophie, sur France 24. Oui, qui était face à l'économiste très orthodoxe, voilà, j'ai réussi à le dire, Eli Cohen, à propos de la retraite chapeau du président du conseil de surveillance de PSA, Philippe Varin. Et là, on voit que le style est plutôt cordial et plutôt sobre. Oui, cordial, je dirais pas. Vous n'aviez pas vu ce qui s'est passé dans les coulisses? Ouais. Ah bah vous allez très bien, vous allez nous raconter les coulisses après, parce qu'effectivement, Juliette, vous étiez sur le plateau également. Moi, je vous propose de regarder l'extrait qu'on vous a sélectionné. Si vous voulez maintenir une retraite chapeau décente, entre guillemets, ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, eh bien, c'est combien la décence pour vous exactement? Excusez-moi. Non, décente, c'est-à-dire ce qui vient d'être dit. 25 000 euros par mois de retraite après avoir travaillé 4 ans. Mais attendez, je veux juste définir le mot décence. Si vous y arrivez, Eli Cohen, terminez votre phrase. Ça fait 30 ans que vous finissez vos phrases, laissez-moi finir. Il s'agit... Alors allez-y. Répondez à ma question, c'est quoi décent pour vous? Quelle est la décence pour vous? Définissez-moi, vous, économiste, lorsqu'il y a... Est-ce qu'il peut répondre? Nous sommes dans un état de droit. Qu'est-ce que c'est que décent? Nous sommes dans un état de droit et dans une économie de marché.
Dans un état de droit, comme vous le disiez tout à l'heure, le contrat engage. Personne n'a obligé PSA à recruter M. Varin. Personne. C'est PSA qui est allé chercher M. Varin. PSA a négocié un contrat dans lequel il y avait une rémunération directe, il y avait un bonus, et il y avait, entre autres, une retraite surcomplémentaire qui est cette retraite chapeau. Cet accord-là, cet accord a été adopté par le conseil d'administration sur proposition du comité des rémunérations. Il a été adopté en assemblée générale d'actionnaires. Et là, parce qu'il y a eu du buzz, on doit déchirer ce contrat. Moi, ma question était, est-ce que vous trouvez cette situation-là décente? C'était ça ma question. Monsieur Varin a accepté de lui-même de renoncer à un accord. De lui-même, tout à fait. Il a accepté de lui-même de renoncer à un accord qui engageait les partis. Oui, mais c'est ce qui prouve qu'on doit changer le système pour l'avenir. Et j'ajoute que je considère à titre personnel que même si des accords de ce type sont très favorables à la personne qui en bénéficie, compte tenu de la dégradation de la performance, je vous ai dit dès le début que je considérais que ce package devait être remis en cause. Je suis de ceux qui pensent que ces packages doivent être fonction de la qualité et de la nature de la performance. Voilà. Alors, cordial, je dirais pas, hein, franchement. mais alors, je peux pas entendre, excusez-moi, c'est peut-être, alors, je vais faire de la démagogie, on va faire très simple. Mon père a gagné toute sa vie, même pas le SMIC, il est obligé de bosser au noir. Ma mère a laissé un pouce dans une presse, elle était imprimeur. Et quand j'entends un monsieur qui est économiste, donc qui est censé être au fait des flux, comment on organise le monde de l'argent, et qui me dit une retraite décente, non, 25 000 euros, parce que j'ai travaillé 4 ans dans une boîte FUS au plus haut niveau. Voilà. C'est juste impossible à entendre. Donc après, je lui demande une explication. Et ce qu'il dit, il est tellement dans l'orthodoxie qu'il dit, mais c'est un contrat. Oui, c'est un contrat. On va juste changer les règles. Moi, je voulais juste dire un mot sur la forme. Ce qui est très fort, c'est qu'effectivement, vous arrivez à le faire sortir de lui-même. Il est très énervé, en restant très calme. Non, mais ce qui est surtout ahurissant, pardonnez-moi, c'est qu'avant l'émission, il nous explique qu'après tout, il n'est pas nécessaire de changer la loi et que l'autorégulation, ça marche très bien. Et après l'émission, donc on l'a poussé dans ses retranchements, on lui a dit notamment que ça faisait 10 ans que ce sujet des rémunérations des dirigeants qui étaient exorbitantes était sur la place publique, que gauche comme droite ont toujours dit il faut y mettre un terme, qu'à gauche on avait poussé, moi je l'ai fait avec des sénateurs en 2005, un certain nombre d'amendements pour qu'on crée un ordre public financier, c'est-à-dire qu'il y ait une frontière qu'on ne franchit pas en matière de rémunération des dirigeants et qui s'appelle l'ordre public, c'est-à-dire qu'elle est supérieure au contrat. Tout le monde est d'accord. Lui, il nous dit non, l'autorégulation, ça marche bien. Et en effet, Bruno Gassio, qui a un sens inné de la communication, a réussi à le pousser dans ses retranchements au point que, sous le poids des arguments, au milieu de l'émission, il dit « Bon, d'accord, ok, il faudrait quand même légiférer. » Donc, conclusion, en 3 minutes de débat, il change son point de vue. Et j'en viens du coup à la question du débat politique et comment il s'organise. Au Parti socialiste, il y a des lieux pour le débat politique. Et typiquement, cet échange qu'on a eu sur le plateau, nous avons ces débats-là en bureau national. Et je regrette d'ailleurs, Pierre, que tu n'aies pas poussé ton effort jusqu'à faire en sorte que... On va en parler du débat au PS. C'est ça l'apprentissage. Laissez-moi finir. Au moins au PS, il y a chacun son temps de parole et je peux finir mes phrases. Si. C'est là-dessus que je voulais en venir. C'est que dans des organisations où il y a des procédures, dans des organisations où il y a des règles, et c'est le cas au Parti socialiste, il y a un machin qui s'appelle les statuts, et il y a quand même un certain savoir-faire en termes d'organisation des débats. Et pour peu qu'on prenne le temps, qu'on ne soit pas trop pressé, qu'on soit capable de rassembler autour de soi, et qu'on soit capable courageusement d'aller défendre ses arguments, on peut y arriver. Et donc, je termine... C'est le PS de quel pays, Juliette? C'est quel pays? J'y vais tout de suite, c'est dans quel pays ce PS? C'est dans quel pays? Mais j'y vais, moi, je prends ma carte. J'ai vécu personnellement la différence qu'il y a entre des organisations qui sont avec des statuts, avec des règles de fonctionnement, comme le Parti socialiste, et des associations, j'ai vécu l'expérience il y a peu de temps, qui sont naturellement... à Terra Nova, qui est effectivement une association, un think tank, donc, qui est en plus fragilisé par la mort de son fondateur, et dans lequel, au fond, il n'y a plus de règles, dans lequel, effectivement, le président du conseil d'administration n'arrive pas à défendre ce qu'il aurait voulu défendre. Mais vous avez vraiment tout essayé au PS? D'abord, sur Eli Cohen, un problème fondamental. On est dans une économie de marché.
Ben nous, on pense qu'il faut réguler et que l'économie de marché, c'est comme un moteur dans la voiture. On est content si le moteur marche bien, mais c'est pas le moteur qui dit où on va. Pardon, mais c'est fondamental. Pardon, excusez-moi, j'y reviens l'autre jour. Pardon, sur le PS. Pardon. Non, mais sur le PS, je suis désolé. Peut-être que dans la commission que tu animes, il y a des débats, c'est très bien. Mais au niveau national, il y avait une convention sur l'Europe. On voulait déposer un amendement sur l'Europe démocratique en disant qu'il faut arrêter avec l'unanimité et il faut une Europe vraiment beaucoup plus démocratique dans les 6 mois qui viennent. Et juste, Harlem Désir nous a interdit de déposer l'amendement. Pardon, excuse-moi, alors que c'est contraire au statut. Ça a été, permettez-moi, ça a été un incident isolé où vous avez une longue suite. On avait fait une motion avec Stéphane Hessel. On a fait une motion avec Stéphane Hessel. Est-ce que vous avez derrière vous une longue suite de déconvenus au Parti Socialiste qui vous ont fait arriver à la conclusion, tardivement, que c'était juste pas possible? La réponse est oui, parce que suite au 21 avril 2002, déjà François Hollande m'avait dit si on t'avait écouté, il n'y aurait pas eu le 21 avril, il faut que tu reprennes ta carte. Donc j'avais repris ma carte au PS après le 21 avril en me disant c'est une baffe, le FN qui est devant le PS, ça va les obliger à se remettre en cause. Et vous pouvez retrouver dans Libération et ailleurs, on avait été 5000 militants à dire il faut prendre 6 mois pour travailler sur les questions Europe et sur les questions de chômage et précarité, et même avec 5000 militants qui avaient demandé juste ça, qu'on ait un débat, on nous avait empêché de le faire. Et l'an dernier, quand on a quitté avec Stéphane Hessel, on avait fait une motion, il y a eu plus de 10 000 militants et d'autres amis, il y a 10 000 militants qui ont été pour nous, tout le monde a dit qu'on avait fait créer la surprise, 12% dans un parti verrouillé en un mois, c'est pas trop mal comme score, et on avait quitté le congrès de Toulouse avec une promesse de Harlem Désir qui aurait 3 mois de débat, 3 mois de débat sur comment est-ce qu'on peut lutter contre le chômage et contre la précarité pour de vrai, sans attendre un retour miraculeux de la croissance. On a quitté le congrès de Toulouse avec une promesse écrite, j'ai le mail du conseiller de Harlem Désir qui dit qu'on prenait 3 mois. On n'a pas eu 3 mois de débat, ni 3 semaines, ni même 3 heures. C'est jamais le bon moment pour débattre. Ce qu'on a cru comprendre, par exemple, en lisant Mediapart, c'est que vous avez parfois été mis en cause de façon extrêmement violente, notamment lors d'une des dernières réunions des instances auxquelles vous avez participé, où vous êtes, je crois qu'on vous a dit que vous faisiez le jeu du Front National parce que vous aviez, attendez, je termine, parce que vous aviez édité un tract qu'on va peut-être voir là, dans lequel, effectivement, au sacrilège, voilà, on le voit ici, vous mettiez vous montriez que les dirigeants socialistes étaient aussi responsables que les dirigeants de la droite des 40 ans. Ça ne veut pas dire qu'on les confond. Pardon, ça ne veut pas dire qu'on ne confond pas l'UMP et le PS, mais c'est une question fondamentale, une différence entre Nouvelle Donne. Mais c'est un point fondamental. Entre Nouvelle Donne. Voilà la croissance en France depuis 50 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'on va lutter contre le chômage? C'est une question. Tous les partis. Vous dites ça au PS, on vous traite on s'était fait déchiqueter, effectivement. On dit que vous parlez comme le Front National. Oui, tout à fait. Il n'y a aucun débat. Il n'y a jamais aucun débat possible sereinement en prenant quelques semaines. On ne prétend pas avoir toutes les solutions, mais s'il n'y a pas de débat sur le fond, on ne va pas s'en sortir. Et là, quand je répète, depuis 1 an, il y a eu 900 000 personnes qui sont tombées au chômage ou dans la pauvreté. On ne peut pas dire que c'est un énorme succès. Donc on devrait avoir un peu d'humilité et se laisser bousculer par la crise. Et si le PS ne le fait pas, Nouvelle Donne va proposer aux citoyens de... L'humilité, c'est que vous aviez fait avec Stéphane Parti Socialiste avec les petits débats. C'est sympa, c'est intéressant. C'est génial parce que... J'aimerais bien qu'on entende le PS, toi, t'écoutes pas les femmes, c'est vraiment génial. Mais c'est pas ça. Nous avons un ami du ça, c'est bas. Très très bas. On a beaucoup entendu les femmes jusqu'à maintenant. Alors, Éric Coquerel, non mais vous savez qu'il y a quelqu'un sur le trou, j'ai pas encore dit un mot, qui s'appelle Éric Coquerel. J'écoute pour l'instant. Mais sur ce premier point, qui est le constat qu'effectivement, il est désormais inutile de débattre au Parti Socialiste et qu'il faut aller le faire ailleurs, j'imagine que vous allez être d'accord. Bah oui, parce qu'on l'a fait depuis 5 ans. C'est pas un reproche que Pierre l'ait fait plus tardivement. C'est mieux vaut tard que jamais. Et, on l'a fait depuis 5 ans, enfin en l'occurrence pas moi, mais les principaux fondateurs du parti de gauche. Moi. Parce que la question, c'est pas l'organisation de tel ou tel parti, c'est les lignes politiques. Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, la social-démocratie en Europe, ce qui a longtemps été une exception en France, c'est vrai que le Parti socialiste a mis longtemps à se mettre au même pas que le reste de la social-démocratie, malheureusement, est passé du côté du néolibéralisme, il faut le dire clairement. Et là, il suffit de prendre les bases, c'est-à-dire, il nous propose pour la première fois, c'est le premier gouvernement de gauche qui nous explique qu'il faut faire une politique de l'offre. La politique de l'offre, c'est que vous estimez que le responsable de la crise, c'est le coût du travail. Nous disons c'est le coût du capital, mais c'est quelque chose de totalement nouveau à gauche, en France en tout cas. Une politique de baisse des dépenses publiques, une politique centrée sur la compétitivité dont on voit les dégâts partout en Europe, puisque compétitivité, c'est une politique basée sur l'exportation, donc sur la concurrence entre les pays, etc. etc. Bon. Donc c'est une ligne qui en réalité, d'ailleurs ils sont quasiment en alliance partout en Europe avec la droite, quand ils ont le choix entre la gauche et la droite, ils font l'alliance avec la droite, c'est une ligne qui ne se sépare plus, sauf sur les questions sociétales, de la droite. Donc, non mais ça on est d'accord, que vous ayez des solutions économiques différentes de celles du Parti Socialiste, on est d'accord, mais quand Juliette Méadel vous dit
On peut discuter, si on est très patient. Mais bien sûr, on peut toujours discuter. On respecte le jeu du débat On peut toujours discuter, mais je réponds donc à votre question une fois spécialiste, c'est que on constate effectivement depuis quelques années qu'il est impossible de changer ce parti de l'intérieur, parce qu'il est devenu, par sa transformation sociale, c'est plus le même parti qu'en 81, par, je dirais, une espèce de... le fait qu'il a abdiqué par rapport à la pensée unique, donc il applique une autre ligne politique et essayer de le changer de l'intérieur. Pierre a essayé pendant des années. Bon, au bout d'un moment, c'est un travail de Sisyphe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire ce que les élections nous permettent, établir un rapport de force pour qu'à gauche, tous ceux qui portent les idées inverses, qui pensent que la gauche, c'est la souveraineté populaire, c'est l'intérêt général, c'est la justice sociale, c'est une politique effectivement de relance de l'activité écologiquement soutenable, eh bien, deviennent majoritaires. Voilà, nous, c'est ce qu'on essaye de faire depuis des années. Nous, on est ravis que Nouvelle Donne se crée. Après, la question qui va être posée, c'est que pour être majoritaire face au PS, c'était le but du Front de gauche, il faut être unitaire. Il faut essayer de s'allier. Donc, on leur posera la question pour les européennes. Quand vous dites que vous êtes ravi que Nouvelle Donne se crée, c'est bien vrai, ça, secrètement, vous n'auriez pas préféré que la Route aux Roues vous rejoigne Non, on savait que Pierre, par exemple, on savait très bien, moi je connais Pierre, on est conseiller régional tous les deux. On s'est même parlé, etc., sur cette question. Bon, il y a des gens, effectivement, qui ont été proches du Front de gauche. Je vois notamment Suzanne Georges. Mais Pierre, on ne pensait pas que Pierre allait aller au PG parce qu'on ne partage pas tout à fait les mêmes choses. Par contre, je pense que la question à savoir, c'est est-ce que nous partageons suffisamment de points forts, par exemple sur la croissance aveugle, est-ce que c'est la solution? Non, notamment pour les questions écologiques. Par contre, est-ce qu'il faut une autre politique que celle qui toujours tape sur les salaires, etc. Oui. Est-ce que nous partageons suffisamment de choses pour dire des choses en commun, et y compris être capable de s'allier pour devenir majoritaire à gauche? C'est ça la question qui est posée. C'est ce que nous allons essayer de commencer à creuser sur ce plateau. Anne-Sophie. Oui, mais avant toute chose, moi je voudrais vous signaler que la création de votre parti a été très fraîchement accueillie dans nos forums, et assez étonnamment. Nos abonnés y voient, je cite, un parti réformiste de plus qui va utiliser de grandes phrases, de grands principes pour que finalement rien ne change. Je continue à citer une démarche isolée, une diversion qui va émietter la gauche déjà mal en point, encore un parti qui parasite le front de gauche et qui rappliquera à la soupe du PS le moment venu. Oui, normal, et on a trouvé un autre sceptique. C'est normal de rappliquer à la soupe du PS. C'est normal qu'il y ait des critiques. C'est normal qu'il y ait des critiques. C'est normal qu'il y ait des critiques. Allez-y, vous me posez une question et vous répondez tous les 5 sauf moi. C'est bien. Juste, je trouve que c'est normal que sur des forums, on soit sceptique contre quelque chose de secret. Il y en a eu tellement. Même le Front de gauche, pour lequel plus de sympathie pour le Front de gauche que pour l'UMP et le PS, forcément. Mais il y a eu tellement de désillusions qu'on arrive en disant nous on va faire différemment. C'est normal qu'il y ait les premiers sur les forums qui disent les mecs c'est pas vrai. Et je les comprends. On va simplement prendre le temps de leur prouver qu'on a des propositions chiffrées, argumentées, et que on va mettre ça devant des électeurs et on va leur prouver que on n'est pas là pour 3 minutes et juste embêter les gens. Alors moi j'ai trouvé un autre sceptique en la personne du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll sur le plateau du Grand Journal. Vous étiez avec lui justement Bruno Gassio et il vous a un petit peu renvoyé dans les cordes. Bah, évidemment. Vous voyez que la définition de votre politique, elle est très grand discours que je pourrais faire. Il faut changer l'Europe. Je suis parfaitement d'accord. Il faut commencer par mettre sur la table, quand on va en Europe, il faut commencer à mettre sur la table les vrais problèmes. Qu'est-ce qu'on a fait sur la politique agricole commune? Ah, mais ça, je sais. Non, mais je connais. Oui, mais l'Europe, vous savez, c'est facile de le dire comme ça, mais quand vous vous retrouvez dans une table avec 27 pays, 27 ministres, qui ont chacun des problèmes spécifiques, qu'il faut négocier un compromis à 27, on peut toujours dire il faut changer le projet européen. Je suis d'accord. Il faut que l'Europe change. Je suis d'accord. Mais après, où on en sort, parce que de toute façon, on dit que les autres, c'est décidément impossible, ou quand on y reste, on est bien obligé de trouver les compromis avec l'ensemble des. Alors vous pourriez peut-être, avec les Allemands et les gens qui sont les fondateurs de l'Europe, 8-9 pays possiblement, dire on a fait une grosse erreur, on a fait l'euro avant de faire une Europe politique. Et si on revenait en arrière, si on s'arrêtait, là où on en est, on commence à ralentir et on discute de l'Europe. Est-ce que les Allemands sont d'accord? Mais non, il faut harmoniser. Monsieur Gassio, est-ce que les Allemands, vous avez sûrement pris des contacts, est-ce que vous pensez que les Allemands seraient d'accord sur cette position? Est-ce que vous pensez que les Italiens seraient d'accord sur cette position? Est-ce que vous pensez que les Espagnols seraient d'accord sur cette position? Allez-y, dites.
Alors, faut reconnaître, autant vous aviez été bon face à Cohen, autant là, il vous tue. Hein. Monsieur Gassio, vous avez sûrement pris des contacts. Andros, mais Andros qui vous dit, c'est bien gentil les petits gars, mais les grands mots, je pourrais aussi, et c'est facile. Bien sûr, voilà. mais de ce point de vue-là, il a absolument raison. Mais ce monsieur est ministre, et le mépris avec lequel il traite un citoyen qui est à côté de lui, qui lui dit « Mais je n'ai pas vu, moi, votre président, lorsqu'il avait dit « Je vais renégocier ce traité que M. Sarkozy avait négocié, lui, et qui n'était pas signé. Je ne l'ai pas vu mettre sur la table le traité et dire « Je ne signe pas ». Et ouvrir une crise. Pourquoi pas ouvrir une crise? Et de dire « Nous, on ne le fera pas ». Je ne l'ai pas vu faire ça. Je l'ai vu aller à la soupe. Oui. Et lui, il renvoie, mais c'est normal. On est tenté de faire ça quand on est ministre, de dire à quelqu'un « Mais tu connais rien, mon pauvre petit ». On va lui prouver, on a le temps, et on va lui prouver qu'on a raison. Le fond de l'objection, en ce moment, c'est que vous n'avez que de grandes propositions générales. Alors voilà, allons-y. Pour lutter contre les délocalisations, vous voyez, quand les salariés bretons sont dans la rue en disant « Il y en a marre, on se fait licencier par paquet de 300 parce que le boulot part dans l'Est de l'Allemagne ou en Pologne », nous, ça fait 10 ans, vous avez vu la photo où on est avec Romano Prodi, il y a 10 ans, on avait rédigé un traité de convergence sociale. On avait aussi bien Jacques Delors que José Bové, des syndicalistes de 9 pays, et Romano Prodi avait dit oui, il faut un traité de convergence sociale, et c'est Giscard qui n'avait pas voulu. Mais donc dans notre réseau, ça fait 10 ans qu'on se bat là-dessus. Et que quand François Hollande arrive au pouvoir, et qu'il va à Leipzig pour les 150 ans du SPD, au lieu de dire il faut une Europe politique, il faut une Europe démocratique, il faut une convergence sociale, il dit bravo à Schröder pour ce qu'a fait Schröder. Donc c'est dire, pardon, le PS va nous dire aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez essayer de faire mentir Stéphane Le Foll? Et si je vous demande quelles sont les 2-3 propositions que vous avez précises, qui vont au-delà de ouais, faudrait tout reprendre à zéro. C'est pas reprendre à zéro, c'est qu'il y a des nouveaux traités qui sont en discussion. On n'en parle pas en France, mais vous savez qu'en Allemagne, c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, les dirigeants allemands, droite et gauche confondus, disent que l'Europe va crever si elle n'est pas plus démocratique. C'est Habermas, le philosophe, qui avait lancé le débat. Et c'est la première fois qu'on parle de faire un référendum en Allemagne pour donner la parole aux citoyens sur des nouveaux traités. Aujourd'hui en France, est-ce que la France, moi j'aimerais que la France dise il n'y aura plus aucun traité européen qui pourra être approuvé sans référendum? Est-ce que c'est quand même un tabou qui est tombé en Allemagne, et Schäuble a dit qu'il était d'accord avec Habermas, et Merkel a dit c'est un tabou, ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu de référendum, et ils disent il faut un double sursaut démocratique, une Europe plus démocratique. À 8 ou 9, on n'y arrivera pas à 27, mais avec 8 ou 9 pays, on fait une Europe démocratique, une Europe sociale, avec une vraie taxe Tobin. Or on voit que maintenant c'est Moscovici qui freine sur la taxe Tobin, alors que même Schäuble est un peu plus allant. C'est quand même bizarre de voir Moscovici qui freine sur la taxe Tobin, alors qu'en principe c'était plutôt une idée bonne. Au lieu d'augmenter la TVA sur les salariés, on fait payer les marchés financiers. C'est curieux de voir que Paris est absent là-dessus. Donc c'est troublant de voir comment. Donc concrètement, nous on veut qu'il n'y ait plus aucun traité européen qui puisse être approuvé sans référendum. Par exemple, et on se bat un impôt européen sur les dividendes. Voilà, je voudrais parler de l'impôt européen sur les dividendes que vous proposez. Et alors vous dites ça va nous permettre de remplacer au fond notre contribution au budget européen qui est de plus de 20 milliards. Tout à fait. Mais je trouve que l'objectif, il est louable. C'est évidemment, dans un monde idéal, on voudrait une harmonisation fiscale. Et c'est d'ailleurs ce que le PS dit depuis 10 ans, c'est qu'on veut tous l'harmonisation fiscale. Sauf que le problème, c'est que les Allemands ne sont pas d'accord et qu'il n'y a pas que les Allemands qui ne sont pas d'accord. Et donc, on laisse finir Julien. Laissez-moi juste finir. Moi, et c'est d'une manière générale, je trouve que je suis d'accord avec la plupart de vos propositions. Et en fait, au Parti Socialiste, on est plein à être d'accord avec vos propositions sur le fond. Filez-nous les clés de Solferino, on va se débrouiller. Mais justement pas. J'aurais bien aimé que tu restes, Pierre, à Solferino. Écoute, c'est pas le problème. J'aurais bien aimé. Attends, je vais te dire pourquoi. Parce que je trouve que quand on a fait 12% dans un congrès et qu'on porte des idées... On ne revient pas sur le congrès. Si vous êtes tous d'accord... Juliette Méadel... Julien, pardon, concrètement... Dans l'expérience de la politique interne. Attends, moi je voudrais qu'on revienne sur cette fameuse taxe Tobin. Si vous êtes tous d'accord au PS, ou en tout cas si beaucoup d'entre vous êtes d'accord, pourquoi ça ne se fait pas? Non mais alors là, c'est pas tout à fait parce que le sujet, c'est qu'on est juste obligé de négocier avec nos partenaires européens. Sur la taxe Tobin, moi je voudrais revenir dessus parce que je vais revenir sur la taxe sur les transactions financières et puis après on parlera, si vous voulez, de l'impôt européen sur les sociétés. Sur la taxe Tobin, il y en a eu une qui a été mise en place par Sarkozy en 2012 et qui devait rapporter 198 millions d'euros dans le budget et elle a rapporté donc rien du tout parce qu'on en attendait près de 600 millions. Le budget 2013 attendait une rentrée de 1,6 milliard, mais la promesse n'a pas été tenue parce que la collecte de 2013 a atteint 600 à 800 millions. Et cette année, dans le budget 2014, on en attend 700 millions. Donc une paille, des miettes de rien du tout. Donc ça, c'est pas l'Europe, ça c'est tout à fait le gouvernement qui aujourd'hui peut décider de taxer déjà davantage de produits dérivés et qui ne souhaite pas le faire
Pourquoi? Non, mais ça, c'est pas l'Europe. Pour une raison qui est toute simple, c'est qu'aujourd'hui, la place de Paris est quand même de plus en plus limitée. La place financière de Paris n'est plus aujourd'hui le lieu où l'essentiel des transactions se font. Et le problème, c'est qu'on est concurrencé par la place de Londres. Donc, si on avance sur cet argument que je soutiens absolument, qui est l'idée d'une taxe Tobin ou d'une taxe financière, on doit le faire avec nos partenaires européens. Alors, attendez, ça ne veut pas dire Juliette, je ne veux pas parler de l'Europe, je veux parler de ce qu'on est capable de faire là aujourd'hui en France. Est-ce que vous savez pourquoi on a un rendement si faible? Parce que 6 millions d'opérations ont été taxées contre 40 millions qui ont été pas taxés parce que exonérés. Mais il suffit de relever le curseur. Je veux dire, c'est quand même pas compliqué. Et ça, c'est pas des places financières à Paris ou des places financières à Londres. C'est un choix politique. C'est ce que j'allais vous dire. Attendez, derrière, d'abord, il y a effectivement un problème de volonté politique, mais l'idéal, dans un monde idéal, ça aurait été que la France ne sorte pas seule sur ce terrain-là. Et donc, ce qu'il faut, c'est viser une convergence avec au moins 1 ou 2 pays européens. Et c'est pour ça que c'est la logique du compromis qui doit... Je n'en sais pas. Au moment de la signature du TSCG, ça a été bien tenté, puisque Hollande a signé exactement le traité qu'il avait dit qu'il ne signerait pas. Bruno Gachot a raison de le dire tout à l'heure. Mais moi, il y a une première chose d'abord, c'est que j'entendais tout à l'heure effectivement le folle comme ça, est à moitié méprisant. Mais prenons un premier bilan. L'Europe aujourd'hui telle qu'elle est, elle va dans le mur. On n'est pas en train, nous, de critiquer une Europe qui serait juste un peu pas assez juste et autres. C'est une Europe qui va dans le mur, qui nous prépare le retour de l'extrême droite, à force de nier les souverainetés populaires. Les gens votent pour le traité constitutionnel européen en 2005, ils votent non. On le refait passer par le traité de Lisbonne. Et à chaque fois, c'est partout pareil. Donc c'est le problème démocratique dont parle Pierre. Et puis la deuxième chose, c'est que dans une situation où vous faites des politiques en plus d'austérité, j'entendais ce que disait Juliette sur il n'y a pas d'harmonisation sociale, fiscale, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Les autres ne sont pas d'accord. Mais on peut bien comprendre qu'on ne peut pas avoir comme ça un continent, un espace économico-politique comme l'Europe, où vous avez un grand marché libre, où vous avez donc des capitalistes qui peuvent jouer des pays contre les autres, et puis sans aucune harmonisation. Ça ne peut pas marcher. C'est le seul endroit dans le monde où c'est comme ça. Donc, attendez, laissez-moi finir. On a aujourd'hui, qu'est-ce que nous ont dit les sociaux-démocrates depuis des années? Ils nous ont dit, il faut avancer sur le contenant, et puis quand on sera au pouvoir, on changera le contenu. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas ce qui s'est passé. Et malheureusement, c'est eux qui ont été transformés en libéraux. C'est pas eux qui ont transformé l'Europe libérale. Donc maintenant, puisque vous posez la question sur ce qu'il faut faire, il faut se dire que la France, on a de la chance. C'est pas, on est un pays, c'est la 2e puissance économique en Europe. C'est bientôt le pays le plus peuplé. C'est un pays qui a une histoire politique qui fait que, voilà, on a un peuple politique qui est prêt à faire des choses. Il faut faire en sorte de dire, nous n'acceptons plus certaines règles et nous proposons d'autres règles à l'Europe. C'est-à-dire, il faut le dire fortement. Ça revient à la proposition de Pierre Larouturou, qui était de faire un référendum. Tu vois, soumettre toutes les réformes et soumettre le prochain traité à référendum, c'est quand même vraiment, pour le coup, rentrer dans un système où tu vas favoriser un réflexe populiste. Populiste, c'est la démocratie. Non, mais c'est juste. C'est scandaleux, c'est incroyable de voir qu'en Allemagne, Juliette, ce que tu dis. Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux terminer? Le populisme, le fait de donner la parole aux citoyens, c'est populiste. Non, mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que regardez ce qui s'est passé au moment du traité constitutionnel européen. Est-ce que vous souhaitez aujourd'hui qu'on ait le débat? Lorsque nous avons discuté du traité constitutionnel européen, moi, j'avais pas envie d'entendre des débats sur le plombier polonais. Des années et des années. Le débat sur le plombier polonais, c'est un débat qui a... Il faut renoncer à l'élection présidentielle. Reprenez pas ces arguments-là. Il faut aussi renoncer à l'élection présidentielle. C'est scandaleux. Ce sont des arguments dangereux pour la démocratie. Les arguments dangereux pour la... Non, s'il vous plaît pas, tout le monde en même temps. Moi, j'ai pas bien compris pourquoi le fait d'organiser un référendum et de donner la parole au peuple serait populiste. Je pense que la Constitution française ne prévoit pas le recours au référendum pour tous les sujets de politique internationale. Il y a un processus de ratification qui est un processus de ratification qui est aussi parlementaire. Et ce qui a d'ailleurs été le cas au moment du traité d'Athènes, puisque le traité d'Athènes, qui était le traité d'élargissement, il a été ratifié par le Parlement. Et moi, j'aurais préféré que sur la question de l'élargissement, on fasse précisément appel à une consultation par référendum et que sur le traité constitutionnel européen, qui était un débat beaucoup plus technique, qu'il était, parce que le traité était mal fichu, qu'il était impossible de mettre sur la place publique, on ait recours à une ratification parlementaire. Autrement dit, l'usage du référendum... Ce qui, dans les faits, s'est résumé à une... Puisque le référendum, on l'a foutu à la poubelle. Donc. Oui, non mais voilà. Donc, autrement dit, en un mot commençant, le référendum sur tous les sujets européens n'est pas le bon outil. Sur ce point du référendum, populiste, pas populiste, est-ce qu'il faut... étonné, pour être gentil avec Juliette, de ce qu'elle dit.
puisque en Allemagne, depuis un an, c'est la première fois que le tabou du référendum est tombé. Il n'y a jamais eu de référendum depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on pensait que c'était du populisme. Et c'est Habermas qui a dit « l'Europe va crever si l'Europe n'est pas beaucoup plus démocratique et si les citoyens allemands ne sont pas consultés par un référendum pour donner leur feu vert. » Voilà. Et donc il est question d'un référendum pan-européen qui aurait lieu des nouveaux traités, qu'on prenne 1 an ou 2 ans pour des nouveaux traités, avec 8 ou 9 pays. L'Angleterre s'en va, tant mieux. Et Habermas et Schäuble et la droite et la gauche disent « super idée, on va le faire pour la première fois depuis 50 ans en Allemagne. » Et ça pourrait être le même jour dans tous les pays d'Europe, pour que ce ne soit pas pour ou contre Hollande, pour ou contre Rajoy, pour ou contre Tartampion, savoir si ces peuples veulent une Europe démocratique, une Europe sociale, une Europe qui a une taxe Tobin. Donc dire que c'est du populisme, l'Europe va crever si on a peur des peuples. Non, mais c'est pas ça. Et c'est étonnant de voir que tu dis ça, alors que la gauche et la droite, les dirigeants disent que pour la première fois depuis 50 ans, oui, il faut donner la parole au peuple allemand pour des nouveaux traités. Non, mais attends, toute la question du référendum, c'est comment tu poses... Attends, la question du référendum, c'est comment tu poses ta question. La question de l'Europe, elle n'est pas technique. Ratifier un texte comme le traité constitutionnel européen, qui était un texte d'une immense complexité, qui a été mal expliqué par les politiques. Manque de chance, les citoyens s'en sont emparés. Et je vous fais remarquer qu'il y a eu 70% de votants à ce référendum. Remarquablement, quand même. Pourquoi vous croyez que les gens étaient votés? Sinon, il faut annuler l'élection présidentielle, parce qu'on reprend un président qui va régler des points techniques. Je prendre sa défense, vous êtes tous là quand même. Non, c'est super difficile non, votre c'est pas du tout difficile. Je dis que précisément la politique demande qu'on prenne le temps d'expliquer les choses. Et sur le traité constitutionnel européen, et là pour le coup on peut mettre en cause en effet le rôle des députés européens de droite comme de gauche, n'ont pas fait le job de l'explication pédagogique de ce qui se passe à Bruxelles et de qu'est-ce que c'est que les citoyens l'ont très bien fait en 2005 et en 2005. Grâce à Internet. Mais voyez-vous, moi j'ai regretté que sur un traité dont j'étais convaincu qu'il allait améliorer le fonctionnement institutionnel de l'Europe, j'ai regretté qu'on perde cette bataille, faute d'avoir fait le job d'expliquer ce que c'est. C'est pour ça que vous avez permis qu'il passe avec le traité de Lisbonne en vous abstenant au niveau du Parlement. Mais moi je n'étais pas parlementaire et j'ai regretté qu'on refuse. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous assumiez les choix de votre parti, vous avez assumé ce choix-là. Et vous avez fait en sorte que le peuple se retourne. Alors si Éric Coquerel, Juliette Mettel, on est arrivé beaucoup plus vite que ce que je pensais d'ailleurs à l'essentiel du débat d'aujourd'hui qui est le débat sur l'Europe. Alors qu'on peut prendre en effet par le biais du référendum, c'est une manière, je dirais, de forme de le prendre, mais après il y a la question de fond, c'est l'Europe, qu'est-ce qu'on fait et comment on gère ça et qu'est-ce qu'on en fait. Et vous avez quelque chose à dire là-dessus, Anne-Sophie? Oui, parce que lundi soir, j'ai assisté à un débat où vous étiez, Pierre Laroutourou. On s'est croisés ce soir-là. Ce débat suivait la projection d'un documentaire qui s'appelle Les Jours Heureux, qui a été réalisé par Gilles Perret et qui retrace l'histoire du CNR, le Conseil national de la résistance, créé en 1943. Et dans ce film, un passage m'a particulièrement intéressée. On y voit Stéphane Hessel et l'ancien résistant Léon Landini s'affronter de façon courtoise, mais ferme à propos de l'Europe. On regarde. Nos députés et nos sénateurs passent 80% de leur temps à entériner, sans discussion, des décisions européennes. Comment la France, qui n'est plus indépendante, qui n'a plus sa souveraineté, va-t-elle pouvoir décider de ses moyens? Ce discours, madame, il est dangereux. C'est précisément l'Europe qu'il faut transformer. Mais non pas espérer, et c'est cet espoir-là auquel je résiste de toutes mes forces, que si on n'avait plus d'Europe, on aurait une France capable de réaliser les idéaux du Conseil de la résistance. La France est un grand pays, il faut qu'on s'en sorte tout seul. On ne peut plus continuer à ce que les décisions que notre gouvernement doit prendre soient au préalable décidées à Bruxelles avant que nos députés en discutent. Ça veut dire quoi? Quelle dépendance avons-nous? Quelle liberté avons-nous? Où passe le programme du Conseil national de la résistance si nous acceptons ces choses-là? Voilà ce que je voulais dire. S'il y a une chose dont ma génération peut avoir une certaine fierté, c'est que nous avons réussi à unifier les 27 pays de l'Europe. Il ne faut pas oublier que si ça n'avait pas été fait, nous serions encore en train de nous déchirer entre Allemands, Italiens, Hongrois, Français, Irlandais. Nous ne le faisons plus. C'est un énorme succès, mais il doit être complété par le fait que cette Europe ainsi construite doit être un lieu où les valeurs du Conseil national de la résistance française soient non pas bafouées, mais appliquées. Bien, il me semble que dans ce débat, entre ces deux personnages considérables, les choses sont exprimées avec une certaine simplicité.
dont je vais donc vous poser la question avec la même simplicité. À Nouvelle Donne, on est plutôt Hessel ou plutôt Landini? On est plutôt Hessel, et c'était avec Stéphane Hessel qu'on a fait un article en 2003 dans Le Monde pour dire qu'il faut un traité social, et on se bat avec les syndicats allemands, avec les syndicats belges, et on regrette qu'il n'y avait personne de Solferino, ni d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, qu'on avait été reçu à Bruxelles. C'est un combat à mener, il faut compléter et rester dans avec 8 ou 9 pays. Et rester dans l'euro. Oui, mais en changeant les règles radicalement avec 8 ou 9 pays. Bonne nouvelle, l'Angleterre s'en va. Donc avec 8 ou 9 pays, les pays qui le voudront. L'Angleterre est en train de prendre ses distances, restera juste dans une zone de... Non mais, est-ce qu'on est capable? Il y a le référendum, si l'autre jour, ils ont mis le doigt dans l'engrenage, et c'est plutôt bien. L'Angleterre sera sans doute un de nos meilleurs alliés, mais à l'extérieur. C'est ce que disait Churchill en 1946, qu'il fallait faire une puissance politique et démocratique en Europe, et que l'Angleterre serait le meilleur allié à l'extérieur. Donc, acceptons que les Anglais ont une autre culture, et qu'avec 8 ou 9 pays, on avance sur une Europe vraiment démocratique. Et ce que dit Stéphane Hessel, c'est qu'il faut le compléter, mais pas dans 20 ans. Si on avait, en 2003, si on s'était battu pour avoir un traité de convergence sociale, aujourd'hui les entreprises bretonnes resteraient en Bretagne au lieu de délocaliser vers la Pologne ou vers... S'il y avait dans tous les pays un salaire minimum, on se dit il faut un salaire minimum et on a 15 ans pour converger, eh bien les délocalisations elles s'arrêtent. Est-ce qu'on lutte contre le dumping fiscal? Dernière courbe pour aujourd'hui. Non mais c'est fondamental. Voilà le dumping fiscal européen. Le taux d'impôt, il n'y a jamais eu autant de bénéfices, mais depuis que l'Irlande est rentrée, tous les pays baissent leur impôt. On était à 37, on est tombé à 25. Quand Roosevelt arrive au pouvoir aux États-Unis, c'est pareil. Les caisses... Pardon, je peux finir. Pardon, mais juste depuis 1 an et demi que la gauche est au pouvoir, il n'y a aucun message clair qui a été envoyé que le PIS est au pouvoir. C'est-à-dire que quand Margaret Thatcher est là, Thatcher c'est I want my money back, I want my money back, I want my money back. Tout le monde comprend ce qu'elle veut, et pendant 2 ans, elle casse les pieds à tout le monde, et elle obtient ce qu'elle veut. Donc moi, j'aimerais qu'il y ait des gens qui disent, nous voulons une Europe sociale, nous voulons un impôt sur les dividendes, nous voulons une taxe Tobin, et qu'on martèle ça. Et 80% des salariés dans tous les pays seront d'accord. Et qu'ils soient capables de l'imposer au gouvernement allemand. Oui, parce que en Allemagne, tout le monde est... Excusez-moi, mais en Allemagne, on n'en parle pas beaucoup, mais toutes les semaines à Berlin, il y a des médecins et des infirmières qui sont en grève parce qu'ils n'ont plus d'argent pour les hôpitaux. Il y a des millions de retraités qui disent, on n'arrive plus à vivre en Allemagne. Donc, à nous aussi de parler aux salariés, au peuple allemand, polonais, espagnol, en disant, est-ce qu'on continue le dumping? Et là, on était d'accord avec Eric. Est-ce qu'on va baisser nos salaires pour être encore moins chers que les Allemands? Voilà. Sur le SMIC allemand, il y a eu un accord entre les... Voilà. Est-ce qu'on est capable, donc de façon non violente, et on a retenu ça de Stéphane, il faut être d'autant plus fraternel et amical dans la façon de parler qu'on est intraitable sur le fond. Parce que la situation est dramatique et qu'on ne peut pas se contenter de rustine. Est-ce que sur ce point de savoir que si le système de l'euro est réformable de l'intérieur ou pas, à condition qu'on exerce la pression nécessaire auprès de nos partenaires et notamment des Allemands, est-ce que sur ce point, il y a unanimité à Nouvelle Donne? Est-ce que vous êtes tous d'accord là-dessus? Oui, bien sûr. D'accord. Il n'y a pas d'erreur qui ne se répare. On est parti sur l'Europe pour ce qu'on comprend un citoyen comme moi qui s'intéresse raisonnablement. Je ne suis pas un spécialiste, mais je m'intéresse raisonnablement à l'Europe. Et j'ai bien compris en regardant ça, en regardant l'Europe, sa construction, que l'idée de faire une monnaie ne fonctionne que si on fait un peu de politique avant et qu'on a une raison de faire cette monnaie. On n'avait aucune raison de faire cette monnaie. Cette monnaie est là. Qu'est-ce qu'on fait? On l'arrête? Alors je sais qu'il y a des gens, même au front de gauche, surtout au front de gauche d'ailleurs, qui se disent qu'on pourrait en faire une monnaie commune. Moi je pense qu'il faut rester. On a 1 euro. Si on change les règles, les systèmes, eux, sont simples à changer. La complexité, c'est comment on l'organise. Ça, c'est de la complexité. Si on n'avait pas voté non, pardonne-moi, je t'interromps. Si nous n'avions pas voté non au traité constitutionnel européen, nous aurions facilité la mise en œuvre d'un gouvernement économique européen. Mais non, c'est pas vrai. Alors, on va pas faire demi-tour, Julien Ménel. C'est une question démocratique. Sur l'euro, Éric Coquerel sur l'euro. J'aurais juste aimé terminer pour dire qu'un système... Pour les électeurs comme moi, les gens qui ne sont pas spécialistes d'économie. Un électeur, c'est fini. Maintenant, vous êtes un responsable politique. Hein. Vous venez de participer. D'accord, je serai porte-parole. Arrêtez de dire, nous les citoyens, nous le peuple, je suis toujours membre fondateur d'un mouvement politique. D'accord. Donc je vais partir avec la caisse, comme ça je serai un vrai politique, c'est ça l'idée? Je veux dire qu'on peut être aussi un citoyen qui veut reprendre les choses en main et s'intéresser à un parti politique, quitte à le fonder. Ce que je veux dire, c'est que un système... il est assez simple à comprendre pour les électeurs et ils vont voter pour ce système. Le système qui est en place aujourd'hui, il faut le changer. La complexité de ce système, l'organisation de ce système, c'est l'affaire de spécialistes. On travaille avec des spécialistes qui m'expliquent et quand ils m'expliquent, je comprends. Mais expliquer à la télévision, c'est un peu complexe. Donc on explique le système, il faut le changer. L'Europe sociale est un autre système que l'Europe libérale. L'Europe libérale va dans le mur, rend les peuples malheureux, rend les peuples pauvres. Il faut changer ça. Et je pense que
contrairement à ce que vous racontez, le peuple allemand, parce que les responsables allemands n'écouteront pas, mais le peuple allemand, les Allemands, ils verront bien. Ils se diront, tiens, les Français, ils ont fait ça, mais dites donc, la prochaine fois, moi, je vais voter différemment, parce que ce qu'ils ont fait, ça a l'air de marcher. Lutter contre les paradis fiscaux. Nicolas Sarkozy a dit un jour, les paradis fiscaux, c'est fini. Ah bon? Ah ben dis donc, je ne sais pas comment c'est. Nous, on le fera vraiment. On a une possibilité. Une des propositions de Nouvelle Donne, c'est qu'il n'y a plus aucune commande publique pour les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts. Donc ça peut être fait en France, il n'y a pas d'un accord à 27, il n'y a plus, on modifie, bien sûr, non, mais il y a des propositions, mais pourquoi on ne le fait pas? Il faut le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Ça fait 18 mois que le PS est au pouvoir. Il y a un ensemble de propositions que la gauche partage avec vous. Pardon? Non, excuse-moi, tu m'as rendu la parole, je te la rends. Merci de m'avoir laissé la parole parce que je n'avais pas fini. Apparemment, le débat est plus chaud de cette partie-là du plateau que de cette partie-là. Oui, parce qu'on est assez en accord, en fait. J'écoutais pas mal ce que disait nous rejoindre, c'est Pierre. Non, mais voilà. Mais comme on a fait 11% aux élections et qu'on est quand même... On fera mieux. Mais nous, on fera mieux. Je pense que c'est peut-être dans le sens inverse. On peut en tout cas s'allier. Mais sur quoi vous divergez? Alors attendez, non mais déjà essayons de ne pas regarder sur quoi on diverge. Moi j'écoute précisément ce qui est dit. Bon, alors, première chose, excusez-moi, je reviens sur les traités. Vous allez m'engueuler en me disant je reviens sur le sujet précédent, mais quand même, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire. Les traités européens, le traité constitutionnel européen, et ensuite, ce qui a été à peu près la même chose, c'est les traités de Lisbonne, empêchent toute harmonisation sociale et fiscale. C'est un marché libre et sans contrainte qui pense. Mais vous êtes tous d'accord là-dessus. Oui, mais d'accord, mais ce que je ne comprends pas, c'est que Juliette nous explique que le peuple français a eu tort de voter contre le traité constitutionnel européen. Absolument pas dit ça. Mais si, j'ai entendu tout à l'heure, et que même les référendums sont organisés. Mais attendez, là j'ai laissez-la tranquille, bon sang, elle est toute seule. Non, elle l'a dit, mais elle regardera à la fin, vous verrez dans l'unitage. Donc, partons de ce principe. Aujourd'hui, voilà ce qui gère l'Europe, c'est-à-dire l'idée, en gros, c'est le néolibéralisme, que l'addition des intérêts particuliers dans un grand marché libre et sans contrainte va apporter le progrès humain à tout le monde. Eh bien, on constate que c'est faux. Ce que ça a donné, c'est le pouvoir au financier, au système financier, et une espèce d'usine à gaz dans laquelle nos gouvernements se défaussent, parce qu'effectivement, il faut le dire, si la France disait non par rapport à pas mal de choses, ça ne se ferait pas, ils se défaussent. Ils se défaussent pour une bonne raison, c'est que aucun de nos partis, par exemple, prenons un exemple, ne pourrait aujourd'hui faire une campagne en expliquant devant les Français que son programme, c'est de déréguler tous les services publics. Seulement, ils le votent au Parlement européen et ils le font appliquer par Bruxelles, l'ouverture des marchés, etc. Donc, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent assumer devant le peuple. Et donc, c'est organisé. Quelque part, c'est une essence... Je vais aller loin, c'est une essence totalitaire en réalité qui est en train de se dessiner. Éric Coquerel, vous avez écouté nos amis de Nouvelle Donne attentivement depuis le début de l'émission. Je veux bien ce que dit Pierre. Sur ça quoi d'accord et pas d'accord? Parce que nous pensons, j'ai bien entendu l'idée, Pierre, que ce que nous pouvions faire au niveau européen, nous pourrions le faire d'abord au niveau français en termes d'exemplarité pour essayer d'entraîner d'autres peuples européens sur les solutions que tu proposes. C'est ce que j'entends. Et j'entends même qu'il faudrait peut-être reconstruire à 8-9. Bon. Donc, si j'écoute ça, ça veut dire que l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, avec l'élargissement, avec ses traités actuels, il faut rompre. Ça ne peut plus fonctionner. Voilà. On n'est plus dans une idée qui a été celle longtemps du Parti socialiste, qu'en essayant de bouger progressivement le rapport de force sur les 27, en essayant de gagner, on y arrivera, on n'y arrive plus. Pour essayer de sauver une construction européenne, il faut rompre pour refonder. C'est ce que nous disons. Et c'est exactement ce que dit Pierre. On est d'accord. Et nous, on propose la désobéissance européenne. Je suis pas certain d'avoir entendu ça. J'ai entendu ça. Pas la façon de le dire. Laisse-moi finir. Je ne suis pas certain d'avoir entendu. Il faut rompre. Oui, quand j'entends le fait, quand j'entends de nouveau, de même que la taxe Tobin, la taxe Tobin, elle est partie avec 11 pays là. Elle est partie avec 11 pays. Elle irait plus vite si Moscovici était pour au lieu de freiner. Mais c'est avec 11 pays qu'on essaye de mettre en place une taxe Tobin. L'Angleterre n'y est pas. Quand j'entends la solution de Pierre, 8-9 pays. J'ai entendu ça, ça veut dire que vous avez rompu avec l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut être clair. Mais c'est pas ce que dit. Donc on est d'accord. Donc si on complète. Attends, Stéphane. Avant de faire quelque chose de nouveau, il faut rompre. Non, on crée quelque chose de nouveau. Il ne veut peut-être pas le rupture parce qu'il estime qu'on est peut-être pour un invent. Millefeuille, il y a plusieurs étapes. Les 27, mais c'est déjà les 17, c'est déjà le cas pour la monnaie unique. Non, tout simplement, on fait quelque chose de nouveau qui est vraiment démocratique, où c'est pas l'unanimité des chefs d'État, parce que l'unanimité, ça tue la démocratie. Si on devait se mettre d'accord déjà à 6 sur qui dirige l'émission, on s'engueule pendant 3 heures. L'unanimité, ça tue la démocratie. Donc il faut dire qu'il faut rompre avec les institutions existantes telles qu'elles sont. Oui, mais il se trouve, pardon, que ça fait 20 ans
ans que les dirigeants allemands, droite et gauche confondus, depuis 20 ans, disent l'Europe va crever par manque de démocratie, et ils nous disent il faut élaguer les compétences, l'Europe ne doit pas s'occuper de tout, et là où on a besoin d'être ensemble, il faut mettre en place un système démocratique et parlementaire. Ça fait 20 ans que la droite et la gauche allemande nous proposent ça, et que la droite et la gauche française bottent en touche. Balladur, Jospin n'ont jamais répondu ce qu'ils voulaient faire en termes d'Europe démocratique. Bon, donc je continue. Donc il y a la nécessité de rompre pour reconstruire une autre Europe qui pourra justement permettre une harmonisation sociale et fiscale, qui pourra permettre... En gros, l'idée de fond, c'est que l'Europe en tant que telle, c'est pas une finalité. L'Europe doit apporter des choses qui sont le progrès humain, la paix. C'est vrai, ça a été un des éléments moteurs de l'Union européenne après 2 guerres mondiales. Le fait d'avoir une autre place, par exemple, de proposer une autre organisation du monde par rapport à une vision, je dirais, très unipolaire des États-Unis. Sur ces 3 domaines, aujourd'hui, c'est l'échec. On peut même s'inquiéter, vu que tout est fait pour mettre en concurrence les peuples, sur la question de la paix. Est-ce que l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, parce que vous avez remarqué que les nationalistes se réveillent, etc., est-ce que ça nous garantit la paix pour les années à venir? Nous ne le pensons pas, parce que nous pensons que nous sommes aujourd'hui dans une crise qui est du niveau des années 30, et on sait comment c'est terminé. À partir de là, il faut être capable justement de rompre pour changer cette Europe. Et nous, ce que nous proposons, on prend l'euro par exemple. On n'est pas pour la sortie de l'euro. Moi, j'entends ce qu'en dit Bruno, j'étais contre le Maastricht pour les mêmes raisons que toi, ce que tu expliques, c'est-à-dire que faire une monnaie comme ça, sans harmonisation sociale et fiscale et autres, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, l'euro existe. Donc, il faut essayer de la sauver malgré elle, j'allais dire. Bon. Pour la sauver malgré elle, il y a 2 conditions. Il faut arrêter d'avoir un euro qui serve 3-4 pays européens qui ont une économie suffisamment forte par rapport à ça et qui met les autres pays dans une situation catastrophique. Bien, c'est une première chose. Et la deuxième chose, il faut faire en sorte, tout bête, ce qui est ailleurs, c'est pas une révolution, les Américains et les Japonais le font plus que nous, qu'on ait une banque centrale européenne qui ne soit plus indépendante du pouvoir politique et qui ait une autre finalité qu'une politique monétariste, c'est-à-dire qui prête directement aux États pour éviter la spéculation sur les dettes souveraines. Voilà, on va venir à la dette. Voilà, ça, là, à partir de là. Vous avez gardé la dette pour mais par contre, le problème n'est pas l'indépendance de la Banque centrale, mais son mandat. C'est ça le sujet. Oui, d'accord. Enfin, c'est aussi qu'elle est. On va venir à la dette. Juste sur l'Europe et sur l'euro, je renvoie tous nos abonnés, nos téléspectateurs à un mémorable débat entre Jean-Luc Mélenchon et Jacques Sapir. Mélenchon défendait la position que vous venez de défendre. C'est l'euro des peuples contre l'euro tel qu'il est aujourd'hui. Sapir pensant qu'effectivement, il faut en finir avec l'euro tout de suite. Alors, la dette, c'est moi qui lance la dette? Bon, non, oui, je peux la lancer, moi, la dette. Regarde, hop, on la lance comme ça, la dette. Non, mais... Oui, alors, la dette. Donc, c'était un autre... Oui, la dette. Pourquoi moi? Parce que justement, parce que figurez-vous qu'il y a quelques jours, vous étiez sur le plateau du Grand Journal, on l'a vu, on va juste prendre un autre extrait. Et alors, juste quand ça... fait d'autres. Oui, c'est vrai, mais j'aime bien le Grand Journal. Mais juste quand ça commençait à devenir intéressant, brusquement, l'émission, c'est... Sur les 3 solutions, c'est cet article que vous avez écrit. C'est interrompu. Je vais vous le dire là. Je vous ai déjà répondu dans une autre émission. On regarde. Je suis un démocrate, j'aime ce pays. Je pense que la politique, qui est une politique, on va faire très simple, ultralibérale, je ne suis pas mélenchoniste, je vous dis, c'est une politique ultralibérale qui ne fonctionne pas. Il y a une dette colossale. Tout le monde sait que cette dette n'est pas remboursable. Parce que pour l'instant, c'est les financiers qui parlent. Il n'y a pas la rembourser. Vous êtes sur la ligne. On ne rembourse pas. Bon, mais après, il faut pas emprunter alors. Où j'ai dit, on ne rembourse pas. Qui rembourse? De toute façon, quelqu'un paiera. Qui rembourse? Il y a 3 solutions. Attendez, parce que voilà un débat qui peut nous mener très très loin. Si on a une dette, vous, ce que vous dites, on la rembourse pas. J'ai pas dit on la rembourse pas. J'ai dit qui la rembourse. Il y a attendez, pardonnez-moi. Qui appartiennent à 0,2% des plus riches de la planète. Est-ce que de temps en temps, on pourrait les aider? Bruno, on rentre ici dans un débat qui peut nous amener très loin et il faudrait un peu plus de temps. Alors, au Grand Journal, on n'a pas le temps. Ici, on est... on est sur Internet. Vous avez de la suite dans les idées. Le mec, il regarde une émission télé, il écrit un papier en disant il n'a pas eu le temps. Maintenant, tu vas me le dire. Alors, Bruno Gassio, il y en a 4 en fait. Comment on rembourse cette dette? Alors, il y a 3 solutions. Soit on fait des petits impôts tout le temps, pendant très longtemps, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ça ne marche pas. Soit on fait un énorme impôt tout de suite et personne ne va vouloir le payer et ça ne marche pas. Soit on fait de l'hyperinflation, c'est bien si j'ai bien tout compris, et c'est pas très bon parce que quand les gens vont s'apercevoir que leur argent vaut rien, ils vont pas être contents avec les patrimoines, ça vont pas être contents. Soit on fait une chose qui existe et qui a existé tout le temps. La 4e solution. Et oui, c'est la 4e solution, c'est qu'on fait défaut. Il n'y a pas d'autre moyen, quand on ne peut pas rembourser ses dettes, à un moment, d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire en faisant un concordat quand on a plein de créanciers, où on est obligé de faire défaut. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je répète et que j'aime bien, c'est que les financiers nous expliquent la complexité des choses. Et puis un jour, les comptables vont arriver, et un comptable, c'est plus pragmatique. Un comptable, ça dit, tu dois 100, tu gagnes 50, comment tu fais pour rembourser ? Et ça n'est pas possible, à moins d'être payé 200.
Et personne n'a pensé à mettre le SMIC à 25 000 € par mois. Donc aujourd'hui, principe de nouvelle donne pour le défaut. Non, je ne suis pas pour le défaut. Ce qu'on montre, c'est qu'on peut mettre la dette. Non, c'est pas ça. C'était votre quatrième solution. Non, c'est pas des solutions. Ça, c'est pas une solution de faire défaut. C'est ce qui arrivera. Après, il y a une façon de faire défaut. Et dans la façon de faire défaut, vas-y, je sens que tu bouges. Non, pardon, ce qu'on montre, c'est que sans changer les traités, on peut financer la dette publique à 1%. Pour sauver les banques, ou un peu moins, pour sauver les banques, on a mis 1000 milliards sur la table aux États-Unis à 0,01. Et personne n'a hurlé, personne n'a dit que c'était de l'inflation. On a donné 1000 milliards aux banques gratos, 0,01 sans aucun contrôle. En Europe, pour sauver les banques, on a mis 1000 milliards sur la table au taux de 1%. Donc pourquoi est-ce que quand l'Espagne, l'Italie ou la France... Donc nous, on montre que sans changer les traités, pour la vieille dette publique, on fait une séparation en disant oui, il faut aller vers l'équilibre des finances publiques, il faut arrêter la fuite en avant, mais pour la dette publique qu'on traîne depuis 5 ans ou 10 ans, on doit pouvoir la refinancer à 1%. Pour baisser les frais financiers, au lieu de faire des politiques d'austérité... La refinancer à 1%, ça veut dire que la banque centrale... Ça veut dire que on fait défaut. La banque centrale. On fait défaut. Non, on fait pas défaut techniquement. On ne fait pas défaut. Techniquement, on ne fait pas défaut. Techniquement, on fait pas défaut. On la met au frigo. On la met au frigo. C'est-à-dire que de même, c'est ce qu'on a fait pour sauver les banques. Et tout le monde est plutôt content que le système bancaire n'ait pas explosé. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver 1000 milliards pour les banques et comment est-ce qu'on n'a pas un sou pour les États? Ça pose quand même un vrai problème. On la met au frigo, expliquez-moi. On montre que sans changer les traités, la Banque centrale n'a pas le droit de prêter directement à la France ou à l'Espagne ou à l'Italie, mais la Banque centrale a le droit de prêter à la Banque européenne d'investissement, la BEI, qui, elle, le lendemain, a le droit de prêter à la France, à l'Italie ou à l'Espagne. Donc on montre comment, pour la vieille dette publique, c'est 80% du problème. Pour aller vers l'équilibre des finances publiques, on peut se refinancer à 1%. Donc, si je vous comprends bien, on ne la met pas au frigo. On la paye. C'est-à-dire on la paye, on ne provoque pas de choc. On la paye par la création monétaire. Donc pas de défaut. On ne provoque pas, on ne provoque pas de choc. D'un point de vue technique, ce n'est pas un défaut, mais ça permet d'éviter l'austérité et d'éviter un choc sur les marchés financiers. On paye la dette. On paye la dette en imprimant de la monnaie. On fait défaut sur les intérêts de la dette. Oui. On fait défaut sur le taux d'intérêt de la dette. Non, pardon, on finit de rembourser ce compte. Non, pardon, c'est propre. Il n'y a personne qui se fait exploser à un moment donné. Il n'y a personne qui se fait débat chez eux. Non, pardon. C'est un peu technique. Mais c'est pas mal. C'est comment sortir de la. C'est la motion la motion Brunogation qui va gagner. Non, excusez-moi. D'accord. Non, il n'y a aucune différence. C'est bien d'essayer. Pardon, il n'y a aucune différence. Et excusez-moi, parmi les fondateurs. J'ai entendu le mot défaut dans votre bouche. Alors du coup, je suis intéressée par cette méthode-là aussi. Alors, où on voit que, ou bien, comme le dit Juliette Miadel, il y a déjà des courants à Nouvelle Donne, ce qui est plutôt sympathique. Non, je crois qu'il y aura des courants, mais pour le moment, je crois qu'on est vraiment d'accord, il n'y a aucun problème. Ah, j'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression. C'est moi, j'emploie le mot pour vous faire plaisir. Si on doit, vous dites on fait défaut, on fait défaut. Si, vous dites vous faites défaut. Moi, je dis on paiera moins. Donc c'est une façon de faire défaut, si vous voulez. On paiera moins d'intérêt et on remboursera le capital d'un point de vue technique. J'ai entendu Juliette Miadel tout à l'heure dire que, mais de toute façon, la dette aujourd'hui, elle se finance à très peu. On emprunte. Alors d'une part, j'avais juste deux remarques. Effectivement, le sujet, c'est que les taux n'ont jamais été aussi bas, historiquement bas, pour la France en tout cas. On parle d'Italie, voilà. Est-ce qu'on laisse crever l'Italie, l'Espagne et la Grèce? Est-ce qu'on laisse crever l'Italie, l'Espagne et la Grèce? Inspire confiance suffisamment sur ses fondamentaux. L'Italie n'a pas des taux de refinancement très élevé parce qu'elle a des fondamentaux structurels qui sont bons. Et deuxième sujet, sur la question de l'Espagne, va en parler avec les Espagnols. Va en parler avec les Espagnols et les Grecs. Je voudrais juste terminer. Sur la question que vous avez évoquée tout à l'heure de l'indépendance de la Banque centrale, moi, j'ai la faiblesse de penser que le problème n'est pas principalement sur son indépendance. D'une part, parce qu'on a quand même les moyens aujourd'hui de demander à la Banque centrale de respecter un certain nombre d'objectifs et que du coup, ces moyens, qu'est-ce que c'est? C'est le mandat. Donc, peut-être qu'on pourrait travailler avec l'ensemble des pays européens à la question de l'interprétation, peut-être du réaménagement du mandat que l'on donne à la Banque centrale. Et dans ce mandat, peut-être pourrions-nous travailler à la prise en compte de l'objectif de croissance et d'Europe sociale. Vous avez raison de dire une chose, de le rappeler, c'est qu'il y a le problème des statuts de la Banque centrale, je le maintiens, mais il y a aussi le problème de la politique qui, de toute façon, qui sévit aujourd'hui en Europe, qui est une politique qui, justement, nous invite à être omnibulés par la dette. Voilà. Au nom de la dette, on fait un chantage, parce que ce n'est pas seulement la question de savoir si nous pouvons la rembourser ou pas. Nous, on estime qu'une dette, elle peut être bonne ou mauvaise. Celle qui, aujourd'hui, est une mauvaise dette, parce que ça a été le transfert de la dette privée à la dette publique après 2008, qui a explosé. C'est une dette. Mais vous avez aussi une très bonne dette, notamment... Les pays n'étaient pas beaucoup moins endettés il y a une trentaine d'années, et vous investissez pour les hôpitaux, vous investissez pour l'école, etc., etc. Donc déjà, arrêtons d'être omnibulés par la dette et disons une chose,
c'est que notre pays a de quoi payer la dette. Il est suffisamment riche. Voilà. Si aujourd'hui les... sans faire de création monétaire comme le proposait notre pays a de quoi payer la dette. C'est-à-dire, arrêtons des espèces de chantage où on nous mélange des flux et des stocks. Vous savez, on nous mélange qu'on doit sur un an avec, comme si on remboursait sur un an. Bon, ce qui est aberrant, on ne rembourse pas sur un an la dette. Bon. Donc déjà, deuxième chose, nous on est déjà pour dire arrêtons ce chantage, parce que ce chantage, il sert à quelque chose, c'est que justement pour rassurer les marchés financiers, qui après font des taux d'intérêt, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, vous reculez l'âge de la retraite. Je vous rappelle quand même que la réforme des retraites a été imposée pour permettre justement un réaménagement des 3% sur 2 ans. Donc déjà, on nous fait faire en gros une politique néolibérale. Deuxième chose que nous disons, effectivement, il faut passer par la création monétaire. Ça passe par, c'est donc la question de la Banque Centrale Européenne. Et la troisième chose, pour ça je dis que c'est complémentaire, on peut aussi faire un audit de la dette aujourd'hui pour voir d'où elle vient. Les choses sont aussi possibles parce qu'encore une fois, on est en train juste de payer la crise des subprimes. Et, oui, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc tout le sujet maintenant, c'est la révolution fiscale. Et c'est comment on fait en sorte que la charge pèse moins sur les pauvres que sur les riches. Oui, mais c'est pas ce que vous êtes en train de faire. Ah bah ça a été annoncé avec la TVA qui va être augmentée le 1er janvier, excusez-moi. Qu'il allait réfléchir à la réforme fiscale. Deuxièmement, il y a aussi basé sur la compétitivité, la baisse des dépenses publiques à l'impôt sur les sociétés. Et toute la problématique aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'impôt que paient les grands groupes, qui est très largement inférieur à l'impôt payé par les PME, puisque le taux effectif tourne entre 7 et 12%, alors que pour les PME, on est bien au-delà, souvent près de 30%. Comment faire en sorte de rééquilibrer cette charge? Et dans le programme de François Hollande, il y avait exactement ceci, l'objectif de faire peser la charge moins sur les PME qui ont besoin de soutien que sur les grands groupes. Vous venez de faire 20 milliards de crédits impôts aux entreprises payés par 7 milliards de TVA. Ça fait un an et demi que la gauche un an et demi ne vous oblige pas à faire l'inverse de ce que vous avez proposé. J'espère que par des combats politiques, et y compris au sein du Parti socialiste, nous allons continuer à dire qu'il faut respecter les propositions du candidat François Hollande. Et vous faites moi, j'espérais que nous aurions pu le faire ensemble. Vous êtes peut-être l'inverse. C'est pas grave, on peut rester on va payer 7 milliards de TVA. Je suis super touché. Non, je dis simplement que la politique, c'est aussi ça. C'est trouver des convergences là où on peut faire changer les choses. La question de la rupture, comme vous le faites, versus la transformation par l'intérieur, elle est décisive. Moi, je crois qu'on peut transformer les choses en s'en donnant les moyens de l'intérieur. Pour l'instant, les seuls que vous avez cédé, c'est sur l'écotaxe. Vous n'avez pas cédé sur les retraites, vous ne cédez pas sur la TVA, etc. Donc, vous êtes au PS. Ou alors, rejoignez-nous, Juliette. Je ne suis pas problème. Est-ce qu'on peut revenir? Vous rejoignez Nouvelle Donne ou nous, on peut peut-être. Je suis en total. Je me sens mal à l'aise en ce moment. Je suis en total désaccord avec vos principes de fonctionnement en matière d'Europe. Je suis en total désaccord avec le fait de dire, puisqu'on n'arrive pas à transformer les choses de l'intérieur au bout d'un an, on va à l'extérieur. C'est pas au bout d'un an, c'est au bout d'une trentaine d'années. Vous constatez qu'aujourd'hui, c'est un échec. S'agissant de Nouvelle Donne, ça faisait à peine un an que tu avais constitué. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait combien de temps que tu es au Parti socialiste? Excuse-moi, le papier, après le 21 avril 2002, Hollande m'a dit de reprendre ma carte. Tu peux retrouver. On était plus de 5000 militants. On était pas non, mais on s'en fiche. Mais pendant, ça fait 20 ans qu'il y a des gens qui essaient de faire bouger le PS. On voit bien que le PS ne bouge pas et que c'est déjà en 84 la dérégulation des marchés financiers. Pas donné le temps de le faire. Écoute, il n'y a aucun débat, c'est bon. La motion, là, enfin bref, c'est pas... Oui, mais attends. C'est un peu le sujet. Attends, quand le Front National... Quand le Front National... Quand tout le débat... même pas un an. Quand tout le débat public... Quand tout le débat public tournera autour des idées du Front National, ce sera trop tard. Donc nous, avec Nouvelle Donne, on veut montrer, y compris à des gens qui ne croient plus à la politique, qu'il y a des solutions réalistes et humanistes. Montre aux gens, toi qui connais la politique, montre-leur comment de l'intérieur... Mais c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Quand on nous empêche de déposer... Mais quand on nous empêche de déposer des amendements, quand on n'a pas le droit de déposer des amendements sur l'Europe politique. Excuse-moi, mais quand on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Vous faites chier les bureaux nationaux, j'apprends. Mais quand c'est juste pour faire des communiqués pour dire oui, je n'y allais qu'une fois par mois, quand c'est juste pour faire des communiqués pour dire que tout va bien. Mais pardon, quand on nous a promis d'avoir 3 mois. Excusez-moi, c'est un peu de la collusion, mais il faut expliquer aux gens. Comment ça se passe au PS? Je peux finir une phrase. On nous a promis d'avoir 3 mois de débat. Tu assisteras à un bureau national. Attends, Nouvelle Donne, enfin ta motion avec. C'est pas ma motion, on était 10 000. On était 10 000. Vous avez fait 12%, c'est un beau score. Vous étiez dans la direction du parti, puisque certains de vos représentants sont secrétaires nationaux. Donc, ils sont dans la direction autour d'Harlem Désir. Donc, il y a des lieux où on peut travailler. Il y a le secrétariat national qui se réunit tous les mercredis et il y a le bureau national. Ben oui, mais il y a des procédures comme en démocratie. Quand on nous dit qu'on va prendre 3 mois de débat, quand on nous dit qu'il y aura 3 mois de débat sur la question du chômage et qu'il n'y a jamais une heure où on peut tranquillement parler de ce fonds. Mais on peut aussi sortir du bureau national, faire des communiqués
communiqué de presse où on dit que tout ce qui se passe, c'est désastreux pour la démocratie, et on accrédite l'idée que les politiques sont des vendus, et c'est pas bon pour la France. En parlant de popote, moi aussi je voudrais parler un petit peu de cuisine. J'ai lu dans Libération, je crois, qui consacre, c'est l'heure en plus, on a un petit peu faim, dans Libération qui a consacré une page à Nouvelle Donne mercredi, que on vous avait proposé, non, vous avez refusé des postes éligibles aux Européens. Non, mais comme ça, vous allez. Non, mais je finis pour que nos spectateurs puissent entendre au moins ma phrase, et puis ensuite votre réponse. On vous avait refusé des postes éligibles aux élections européennes, alors que votre motion, on l'a dit, a remporté 12%. Donc ça, c'est une info Libération, et c'est faux? Alors, il y a deux choses différentes. Soyons clairs, si on crée Nouvelle Donne, il y a plein de gens qui n'ont jamais foutu les pieds au PS, ni dans aucun parti politique. Sur les 3000 adhérents, je pense que la plupart, comme Bruno, n'ont jamais été dans le parti politique. Il se trouve que moi, Stéphane Hessel et quelques autres, on était au PS et qu'on a cru, ou la femme de Stéphane, le jour Christiane Hessel, disait elle a toujours voté pour le PS, et là c'est la première fois qu'elle votera. Sur cette info de Libé. Non, pardon. Donc je n'ai jamais été candidat. Si je comprends bien l'info de Libé, c'est ils sont partis parce qu'on leur refusait de les placer. La réponse c'est en gros, voilà. Si on fait court, ça fait ça. Donc la réponse est non, puisque c'est depuis le mois de juin qu'on s'était dit qu'on allait créer Nouvelle Donne, et je n'ai jamais été candidat. Mais c'est vrai que c'est étonnant, moi je comprends. Vous avez fait 12%, vous n'avez pas. Mais oui, mais je ne me voyais pas porter les couleurs du PS. Je comprends, vous ne soyez pas content. Mais Juliette, je n'avais aucune envie de porter les couleurs du PS aux européennes. Je n'avais aucune envie de porter les couleurs du PS aux européennes. Vous n'aviez pas envie. Donc, je n'ai jamais été candidat. Je n'ai jamais été candidat. Oui, mais il y a un collectif derrière toi. Et deuxième question de popote pour le dessert, le fromage de dessert, comme vous voulez. J'ai lu aussi dans ce même Libé que Michel Rocard, qui est quand même un ami, un partenaire, et puis le co-auteur de votre ouvrage, qui dit tout de votre programme, a l'air assez hostile à la création de ce parti. Il faut demander à Michel ce qu'il en pense. On a dit pas de langue de bois. Non, Nouvelle Donne. Bon point, ça, il est fort. Nouvelle Donne arrête la langue de bois. J'imagine. Il pense quoi, Rocard? La réponse est que Michel Rocard, l'autre jour en quittant l'Élysée, on était avec Bruno, on a passé 2 heures avec Emmanuel Macron. Il disait c'est terrifiant. Voilà. Il disait c'est terrifiant. Quand Emmanuel Macron dit j'ai l'impression qu'on a 30 ans de retard, qu'on fait une politique des années 80. Rocard dit c'est terrifiant. L'autre jour, on dînait chez Guy Bedos et Michel Rocard arrive en disant j'ai le moral dans les chaussettes, j'ai le cafard, on est en train de s'effondrer. Il nous a expliqué qu'il n'avait plus sa carte au PS. Après ça, pour le moment, il n'a pas rejoint Nouvelle Donne, et tant mieux, il a le droit, c'est sa liberté. Je n'ai pas compris. Qui disait c'est terrifiant? C'est Michel Rocard. Voilà. Donc si on a écrit ce livre ensemble, il y a un an... J'ai l'impression que Macron répète ça à tout le monde. Tous les gens qui voient disent vous avez raison. Même Hollande, il paraît qu'il dit ça à tout le monde. Vous avez raison, les gars, c'est super. On a été le voir pour l'amnistie des syndicalistes. Il nous a dit oui, je comprends très bien, on va voir. Et puis il a vu, il n'y a pas eu d'amnistie. Donc voilà pourquoi il y a Nouvelle Donne. Voilà, donc effectivement, Michel n'est pas parmi les fondateurs de Nouvelle Donne, et chacun a sa liberté et on reste copains. C'est quand même un mystère, quand même, ces socialistes. Je veux dire, tout ce que vous en décrivez, enfin, non pas les militants ou les responsables du parti, mais les ministres, Hollande, enfin, je veux dire, tous ces gens qui conviennent en privé qu'il faudrait faire le contraire de ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je sais pas. Non, on n'est pas psychologue, on n'est pas psychologue. On n'est pas psychologue, nous on veut faire bouger les choses comme citoyens, comme père de famille, on en a marre de cette situation. Attendez, le système est en train de s'effondrer, on ne peut pas accepter autant d'injustice et rester sur... On ne peut pas relater en public des échanges qui ont eu lieu en privé, parce que les hommes politiques, ce qui compte, c'est aussi le message qu'ils portent. Et puis c'est vrai que la situation va quand même très mal. Donc il est naturel que l'ensemble des responsables politiques s'interrogent profondément sur comment améliorer les choses, comment transformer la société et comment faire en sorte qu'on sorte de cette crise. Juliette, au dernier bureau national, on ne va pas refaire les bureaux nationaux. Il ne veut pas du débat. Elle dit qu'il faut s'interroger, mais il ne s'interroge pas sur la politique. Il ne s'interroge pas sur la politique. Moi non plus, j'ai jamais assisté à un bureau national du PS. Il ne s'interroge pas sur la politique. C'est génial de l'avoir. Mais bientôt vous allez connaître ça, parce que j'imagine que vous aurez des instances de délibération. Dès mardi prochain, le Conseil national. Donc, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est de faire un arrêt sur image sur comment vous allez composer vos listes, quelle représentation vous allez donner à vos minorités, parce que vous n'avez pas eu de congrès. Donc moi, vous êtes en train d'apprendre, de faire l'expérience de la politique. La réponse est oui. C'est une idée de Patrick Vivray. On va faire nos listes alors que dans tous les partis, les gens se battent maintenant alors qu'il n'y a pas forcément de programme. Nous, on va tous faire campagne aux 4 coins du pays à partir de la mi-janvier. Et c'est seulement au mois d'avril que tous ceux et celles qui seront adhérents de Nouvelle Donne diront « Je demande à Cynthia, je demande à Patrick, je demande à Bruno d'être candidat pour rendre service et pour porter nos idées. » Madame Michu de Grenoble. Et à Madame Michu de Grenoble. Il n'y aura pas 35 000 places. Mais vous allez faire comment? Attends, en tout cas, notre façon de faire, c'est qu'on fait d'abord campagne tous ensemble. On fait d'abord campagne. Il y a plein de gens, par Dominique
Méda ou Jean Gadret te disent, ou Suzanne Georges, qui veulent vraiment s'impliquer dans la campagne, qui font 1 ou 2 réunions publiques, des débats et pas des meetings chaque semaine. Il y a aussi des anonymes qui Pardon, oui, mais il y a aussi des anonymes. On est 3000, excuse-moi, on est déjà 3000 en 2 semaines. Je suis pas. Voilà. On va montrer qu'on peut faire de la politique autrement. Non, mais je voudrais revenir sur mon propos. On va rencontrer bientôt Nouvelle Donne. Voilà. On a demandé une rencontre à Pierre, officielle, avec Nouvelle Donne, pour les rencontrer. Bien. Parce que, mais j'espère bien que tu seras là, Bruno, parce que il y aura les principaux dirigeants de Nouvelle Donne, dont toi. Donc voilà. Non, on a demandé une rencontre. Pourquoi? Parce que nous, on estime qu'on est dans un moment. Je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai comparé la situation aux années 30. Nous sommes dans un moment où le pire est possible. Voilà. Y compris en France, la possibilité maintenant d'accession au pouvoir, c'est ce qui vient de passer en Norvège entre la droite et l'extrême droite, d'un parti comme le Front National, à travers des alliances, on voit bien qu'il y a une porosité de la droite de plus en plus importante. Donc on est dans une période terrible et on pense que la politique qui est menée aujourd'hui nous entraîne vers une austérité, que l'austérité développe l'austérité, bref, qu'on ne va pas s'en sortir comme ça. Et à partir de là, dès lors que l'on pense qu'on ne change pas le Parti Socialiste de l'intérieur, et nous partageons ce constat, bien, la seule solution démocratique, c'est de renverser le rapport de force à gauche. Il n'y a pas d'autre solution. Bien. Et là, il va y avoir les européennes. Les européennes, c'est la seule élection où c'est sur un tour, à la proportionnelle, et qui permet de jauger d'un rapport de force qui, après, pourrait, sur la suite du quinquennat, dire, bah oui, il y a une gauche qui dit des choses différentes du Parti Socialiste et qui aujourd'hui est majoritaire dans le peuple de gauche. Et à ce niveau-là, nous allons continuer à proposer une alliance à Nouvelle Donne. Concrètement, ça veut dire que vous allez tenter les listes communes? Mais en tout cas, nous allons le proposer parce que nous pensons que chacun a des responsabilités très fortes. C'est pour ça qu'on a fait le Front de gauche. Le Front de gauche est déjà une alliance entre le Parti communiste, le Parti de gauche, des gens qui viennent du NPA, etc. Et nous allons proposer cette alliance parce que si on ne s'entend pas, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, le Parti socialiste continuera à être majoritaire et pourra continuer à faire cette espèce de jeu autour duquel il organise la gauche. Première réaction, vous pourriez être sensible à cette proposition du Front de gauche? On va en parler au Conseil national et je pense qu'on vous rencontrera avec plaisir. Voilà. Et après ça, je pense que sur le fond, on a des solutions différentes. Il y a des moments de convergence. On peut dire des choses. Pardon. Si on crée un nouveau mouvement, c'est qu'on a une façon de voir les choses. Comment sortir du chômage, comment sortir de la précarité, comment faire bouger l'Europe. On peut avoir des objectifs communs et avoir des méthodes et des solutions concrètes différentes. Sur les listes? Mais sur les listes, je découvre l'idée. Là, je découvre l'idée, donc je ne réagis pas. On est 3000, je ne vais pas décider tout seul. Et moi, je crois qu'on a des vraies différences. On peut avoir des objectifs. La proposition est faite ici. On peut avoir des objectifs communs, mais si on n'a pas les mêmes solutions, on peut proposer aux citoyens quelles sont les solutions qui paraissent les plus efficaces. C'est pas choquant de choses en commun. On va se rencontrer si vous le voulez. On en parlera tranquillou. Gassio, sur les listes? Alors moi déjà, je ne serai probablement pas sur une liste parce que... Sauf si on vous le demande. Si j'ai bien compris, si on vous le demande, s'il y a un plébiscite, ils sont bien obligés. Ah non, pas même s'il y a un plébiscite. On respecte la liberté de chacun. Voilà, la liberté de chacun est à respecter. Mais par contre, je serai un des porte-parole de ce mouvement. J'irai dans les régions. Il y a 8 régions sur lesquelles on va avoir des listes. C'est l'Europe. Et moi, j'aimerais qu'on identifie dans ces régions des gens qui sont déjà des conseillers régionaux, des conseillers... C'était pas ma question. Ma question, c'était sur le principe de liste commune avec le Front de gauche. Franchement, si j'avais eu à aller au Front de gauche, j'y serais déjà allé, parce que j'étais libre. C'est autre chose d'adhérer, c'est autre chose de faire liste commune. Moi, je ne pense pas que ce soit là le moment de répondre à cette question-là. Effectivement, on va se rencontrer, on va voir, on va discuter. Parfait. Ça, c'est de la politique, non? Je crois bien. Mais vous êtes un tout petit peu dedans maintenant, me semble-t-il. Oui, bien sûr, oui, mais j'ai toujours été très dedans. Mais d'une manière différente. Oui, mais là... Quelque chose me dit qu'on continuera à suivre les aventures de Nouvelle Donne. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat fort riche et fort inattendu parfois. À la semaine prochaine.